Bonjour, Monsieur Kouyaté. Bonjour. Du 17 au 18 février 2023 s'est tenu à Addis Abeba le 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sous le thème « Accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ». On abordera donc dans cet entretien les enjeux de cette intégration économique qui est une volonté panafricaine de nos chefs d'État, mais aussi les limites concernant son implémentation effective depuis son entrée en vigueur le 30 mai 2023. Mais tout d'abord, en quoi consiste ce projet phare qui rentre dans l'agenda 2063 de l'Union africaine? Monsieur Kouyaté, c'est quoi exactement la ZLECAf? La ZLECAf, comme son nom l'indique, c'est une zone de libre-échange continentale. Qu'est-ce qu'on entend par zone de libre-échange? C'est un marché, un espace, un marché où l'ensemble des pays membres se retrouvent pour les échanges. Que ce soit pour les opérations, n'est-ce pas, d'achat ou que ce soit pour les opérations de vente. En fait, le marché, il sert à ça. Oui. On va dans un marché pour vendre et pour acheter. L'idée de la ZLECAf s'est posée comme une nécessité à partir du moment où le constat a été fait du très faible taux d'échange entre les pays africains. Le dernier constat qui a été fait, je crois que c'était dans un rapport de la Banque mondiale, les pays africains échangeaient à moins de 5% entre eux. Et donc, l'essentiel en substance des échanges, n'est-ce pas, était fait entre le Sud et le Nord, c'est-à-dire entre les pays africains et les pays, n'est-ce pas, dits industrialisés. Et donc, on s'est rendu compte qu'il fallait mettre en place une stratégie pour inciter les pays africains à échanger entre eux. D'où cette zone de libre-échange. Alors, qu'est-ce qu'on entend par zone de libre-échange? C'est un marché, n'est-ce pas, qui est exempt de toutes les contraintes liées aux exigences douanières et fiscales. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on a pensé à mettre un marché commun. L'idée, n'est-ce pas, je vais dire, ça traîne depuis et certains pays ont signé, mais ils n'ont pas encore ratifié. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas encore vu le jour. Mais je crois qu'il serait fondamental d'interroger les prérequis nécessaires à mettre en place avant que d'arriver à ce niveau-là, avant que d'arriver à un marché. Donc, je crois que dans l'ensemble, il faut interroger, est-ce qu'on n'a pas mis la charrue avant les bœufs? Voilà. Et justement, on en parlait tout à l'heure, permettez-moi. On va davantage comprendre ce que c'est que la ZLECAf, Monsieur Kouyaté. Une fois effective, ce marché, cette zone de libre-échange continental ou marché unique africain apporterait concrètement quoi en termes d'opportunités sur le continent? Disons qu'en termes d'opportunités, la ZLECAf a pour vocation, primo, comme je le disais, de booster les échanges entre les Africains. Si vous devez booster les échanges entre les pays africains, l'apport en termes de valeur ajoutée sera énorme. Oui. Ça veut tout simplement dire que ça va d'abord imposer aux pays africains de pouvoir ajouter de la valeur à toutes leurs matières premières qu'ils vendent en ce moment, n'est-ce pas, je vais dire, qu'ils vendent maintenant aux autres pays, aux pays industrialisés. Et donc, en termes d'opportunités, c'est, n'est-ce pas, la création d'un label africain, je vais dire, la maîtrise du know-how africain, le savoir-faire africain. Et quand on dit cela, vous voyez, n'est-ce pas, l'impact en termes d'emploi, des jeunes, en termes de formation des jeunes, en termes, je vais dire, en termes de, et même de préservation des devises en Afrique. Parce que si aujourd'hui, l'Afrique devait, n'est-ce pas, produire et consommer sur place, ça veut au moins se dire qu'il va avoir un circuit fermé en Afrique où, n'est-ce pas, la monnaie africaine, la richesse africaine va tourner, n'est-ce pas, en Afrique et ça va donner une opportunité de réinvestissement. C'est-à-dire que en ce moment, il y a comme le constat est fait comme si l'Afrique était une économie artificielle. C'est quoi une économie artificielle? C'est une économie où on brasse beaucoup d'argent, mais où rien n'est réinvesti. C'est l'idée qu'on a aujourd'hui de l'Afrique. Oui, c'est-à-dire que c'est une économie artificielle, on brasse beaucoup d'argent, mais rien n'est investi. C'est-à-dire que tout est rapatrié à l'extérieur. Donc, au jour d'aujourd'hui, si on réussit à implémenter, n'est-ce pas, la ZLECAf, ça veut tout simplement dire que les Africains vont ajouter de la valeur à leurs ressources naturelles, ils vont les revendre sur place, le taux d'échange entre les pays africains va
être augmenté, et avec tout ce que cela entraîne comme corollaire, ça va être d'un impact assez fort, et ça va permettre que, n'est-ce pas, il y ait, je vais dire, un circuit, oui, un boom économique, et puis qu'un circuit économique intra-africain se développe de manière à permettre aux Africains de couper un peu la dépendance qu'ils ont vis-à-vis de l'extérieur. Merci. Parlons à présent de ces limites et les préalables à mettre d'abord sur pied avant justement de se lancer dans la question de la ZLECAf, M. Kouyaté. Les situations monétaires, politiques et parfois même de tensions diplomatiques telles qu'on l'observe aujourd'hui, par exemple avec le conflit entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sur la question de l'Est Congo, ou encore les récentes sanctions imposées par la CEDEAO sur le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, sont profondément là des situations assez préoccupantes pour un continent qui souhaite quand même atteindre un idéal de libre-échange. Quels sont donc les préalables à mettre en place avant tout, avant de se lancer dans un projet aussi grandiose? Vous posez là une question fondamentale. J'ai comme une impression qu'en Afrique, on est resté dans un sillage du mimétisme perpétuel. C'est-à-dire que on ne fait pas les choses parce que fondamentalement, on a questionné, n'est-ce pas, l'importance de la chose en Afrique, et qu'on a décidé de manière stratégique d'implémenter la chose et de faire ce qu'il faut, de remplir les conditions nécessaires. Est-ce qu'on crée la zone de libre-échange en Afrique parce qu'on a vu qu'il y a une zone de libre-échange dans la zone Union européenne? Est-ce qu'on crée parce qu'on a vu que, par exemple, le Mercosur a créé également une zone de libre-échange? Est-ce qu'on le fait parce qu'on s'est rendu compte que dernièrement, il y a un projet asiatique qui a réussi quand même à créer un vaste marché en Asie, où aujourd'hui, qui crée un boom économique dans cette zone-là? Ou alors on le fait parce que nous nous sommes dit que fondamentalement, nous devons faire des choses. Quand vous regardez les zones, les marchés uniques, les marchés communs dans d'autres zones, dans d'autres espaces, notamment l'Union européenne, en Asie, le Mercosur et autres, quand vous regardez comment ça fonctionne, vous vous rendez compte qu'il y a quand même un certain nombre de critères de convergence qui ont été mis en place. Les convergences, il y en a de deux natures. Il y a les convergences politiques et les convergences techniques. Sur le plan des convergences politiques, vous allez vous rendre par exemple compte que quand vous arrivez dans l'espace Schengen, vous pouvez vous mouvoir dans tout l'espace Schengen. Donc il y a une certaine liberté de circulation, au moins des personnes. Parce que vous ne pouvez pas parler d'échange, de marché commun, lorsque pour partir d'un pays à un autre, il y a encore des barrières politiques. Il y a encore des barrières en termes de visa. Vous ne pouvez donc pas parler de marché commun. Ce n'est pas possible. Et il y a également que vous allez vous rendre compte que dans ces zones-là, il y a comme une stabilité politique dans cette zone-là, au niveau des pays. Ça veut dire qu'il y a un accord consensuel sur la manière dont les institutions doivent fonctionner. Mais est-ce que vous avez l'impression que partant du Cameroun pour le Gabon, partant du Cameroun pour le Tchad, partant du Cameroun pour le Centrafrique, vous avez l'impression qu'il y a un semblant de consensus sur le fonctionnement de nos institutions? Mais absolument pas, on n'a pas cette impression. C'est pas l'impression. C'est pas l'impression qu'on a. Et donc, à partir de ce moment, vous pouvez donc vous poser la question, qu'est-ce qui sera le dénominateur commun? Parce que quand vous parlez de marché, avant que les gens n'échangent entre eux, il faut au moins qu'il y ait un préalable, il faut qu'il y ait un prérequis, il faut qu'il y ait un minimum consensuel entre nous. On ne va pas seulement se lever, je vais dire que bon, comme toi tu as beaucoup d'opportunités en termes de production de telle chose chez toi, je vais venir me ravitailler chez toi. Ça c'est une chose. D'autres choses, vous venez de parler, vous avez énuméré, ça c'est toujours sur le volet politique, vous avez énuméré un certain nombre de dissensions et de frictions qui opposent certains pays. Et vous allez vous rendre compte qu'à la base de toutes ces dissensions, ce sont les interférences extérieures. Absolument. Quand vous regardez ce qui s'est passé entre le Mali, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire et plus globalement la CEDEAO,
vous vous rendez compte qu'il y a une main extérieure qui pilote tout cela. Ça veut dire que tant que notre leadership en Afrique ne sera pas souverain et ne va pas prendre des décisions de manière souveraine, abstraction faite de toute interférence qui peut venir de l'extérieur, on ne sera toujours pas sorti de l'auberge. Parce que vous ne pouvez pas, aujourd'hui par exemple, résoudre la crise qui oppose le Rwanda et la RDC si vous n'avez pas à la base apporté une solution aux multinationales qui sponsorisent tout cela. Parce que tout le monde sait très bien que depuis un certain temps, le Rwanda est devenu gros exportateur du coltan, de cuivre et de beaucoup d'autres ressources minières qui ne se trouvent pas sur son sol. Et donc, il exporte chez qui? Il exporte à qui? Et on a très bien compris que le Rwanda était tout simplement le bras séculier des multinationales qui veulent piller sans payer les richesses, n'est-ce pas, de la RDC. À partir de cet instant, vous comprenez que la solution va être très difficile à implémenter pour amener la paix entre ces deux pays. Et vous avez encore vu dernièrement, je vous ai parlé du cas de la Côte d'Ivoire et du Mali. Vous avez vu tout ce qui s'est passé et ça continue, Burkina Faso et autres. Si il y avait un leadership souverain africain, je crois que la solution aurait été tout autre. On ne serait même pas arrivé aux sanctions. Alors maintenant, pour l'aspect technique, vous avez évoqué tantôt la question monétaire. Alors dites-moi, comment est-ce que vous allez réussir à mettre en place une zone de libre-échange, un marché commun avec une kyrielle de monnaie qui elle-même dépendent des devises étrangères? Comment est-ce que vous allez réussir à mettre ça en place? Si vous voulez adhérer à l'Union européenne, il ne suffit pas seulement d'être dans l'espace européenne, mais il faut respecter ces critères-là. Maintenant, sur le plan technique, on va également vous imposer un certain nombre de critères sur le plan du déficit budgétaire, sur le plan de la gestion budgétaire, sur le plan de la balance commerciale, sur le plan, n'est-ce pas, de l'industrie, sur le plan, tout un tas de trucs que vous êtes tenu de respecter. Pourquoi? Parce que une fois que vous adhérez à cette zone-là, vous ne devez pas tirer les autres vers le bas. Au contraire, vous devez faire un nivellement vers le haut, de manière à pouvoir garder, n'est-ce pas, toute la communauté à une certaine hauteur. D'où la prochaine interrogation. Une institution panafricaine comme l'Union africaine qui n'arrive pas à s'autofinancer et ne jouit pas complètement de son autonomie financière, parce qu'on sait qu'une bonne partie du financement pour son fonctionnement vient de l'Union européenne. Comment peut-elle penser à la SLECAF? Vous vous rendez compte que vous avez une institution comme l'Union africaine, dont le budget de fonctionnement dépend substantiellement d'une institution supra, de qui ils sont supposés être indépendants. Alors, vous connaissez l'adage qui dit « la main qui donne, c'est la main qui dirige ». Donc, si votre budget vient de l'Union européenne, si votre fonctionnement dépend de l'Union européenne... C'est l'Union européenne qui ordonne. C'est l'Union européenne qui ordonne surtout vos choix et vos orientations politiques et économiques. C'est de ça dont il est question. C'est pour ça que lorsqu'il y a un petit conflit au sein de lui et moi, au lieu que le président de la CEDEAO, que les leaders de lui et moi se rassemblent pour dire qu'est-ce qui ne va pas avec notre pays voisin, vous entendez le président français Macron qui dit ben, je vais appeler le président ghanéen Nana Akufo-Addo et je vais lui dire, il parle en termes d'instruction. Il ne parle pas en termes de consultation. Faites la différence. Quand vous voyez la tonalité, la gestuelle qu'il utilise, il parle en termes d'instruction. Et justement, 2 semaines après, tout ce qu'il a énuméré comme sanction, ça s'applique au Mali. Alors vous comprenez tout simplement que c'est des personnes, nos institutions sont des institutions Godio qui dépendent forcément de l'Union européenne. Et Macron ne peut pas se permettre de prendre ces airs-là s'il ne sait pas que vous lui tapez la main par derrière pour demander le budget de votre fonctionnement. Et donc, c'est le même sort pour la ZLECAf. Qu'est-ce que vous devez comprendre? Dans le couplage économique qui a été mis en place depuis après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire, vous savez qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a décidé de mettre en place un système de multilatéralisme basé sur, n'est-ce pas, le couplage économique.
vous vous rendez compte que dans ce multilatéralisme-là et dans ce couplage économique, l'Occident s'est arrangé quand même à assigner l'Afrique dans une zone à double dimension. La première dimension, on a transformé l'Afrique en pourvoyeuse de matières premières et en seconde dimension, un marché de consommation de superflus industriels, n'est-ce pas, de l'Union européenne. C'est justement pour ça que vous allez vous rendre compte de la pression qu'ils ont mise sur les pays, notamment le Cameroun, pour signer des accords de partenariat économique. Vous comprenez un peu. Et donc, à partir de ce moment, l'Union européenne n'a pas intérêt à ce que le volume d'échange entre les Africains augmente. Qu'il y ait une véritable croissance ou une véritable mise en œuvre d'une zone de libre-échange continentale. Surtout pas. Sinon, et ils n'ont surtout pas. La consommation des produits européens qui sont dans nos supermarchés tout ici, à fait. Tout à fait. N'existerait presque pas. Tout à fait. Et celle-ci viendrait en contradiction, si vous voulez, de manière antinomique à tout ce que nous avons signé par ailleurs avec l'Union européenne comme contrat, comme APE, accord de partenariat économique. Donc, l'Union européenne n'a premièrement pas intérêt à ce que le secteur secondaire africain, de l'économie africaine soit développé. Quand on parle du secteur secondaire, notamment, c'est l'industrie, c'est la transformation. Et la transformation, c'est de la valeur qu'on ajoute au secteur primaire, c'est-à-dire à la production. Alors, l'Union européenne n'a pas intérêt à ce qu'aujourd'hui, les Africains transforment leur cacao en Afrique. L'Union européenne n'a pas intérêt à ce qu'aujourd'hui, les Africains transforment leur bois en Afrique. L'Union européenne n'a pas intérêt à ce que nous transformions notre café chez nous en Afrique et toutes les autres matières premières. Ils n'ont pas intérêt, par exemple, à ce que nous transformions l'eau terre rare. Vous voyez qu'ils sont passés, ils sont en train de décider de passer à, n'est-ce pas, au tout électrique en matière d'automobile. D'ici 2035, c'est leur agenda. Bien sûr. Vous croyez qu'ils vont prendre toutes les terres rares pour fabriquer leurs batteries où? Ils comptent sur le Rwanda, sur, n'est-ce pas, la RDC et beaucoup d'autres pays où ils vont venir prendre les matières premières, le Niger, pour n'est-ce pas, fabriquer leurs batteries. Vous pensez que si aujourd'hui l'Afrique dit, bon écoutez, nous allons mettre en place des industries de transformation pour nous-mêmes produire les batteries, ils vont accepter ça? Non. Pourquoi? Parce que vous tuez les emplois chez eux, vous tuez la main-d'œuvre chez eux, et puis vous allez leur imposer d'acheter vos produits finis à des prix beaucoup plus élevés. Ça, ils n'en veulent pas. Et donc, l'Union européenne, qui jusqu'ici continue de nous diriger, d'avoir une main, n'est-ce pas, imposée sur l'Union africaine, ne peut même pas laisser cette politique prospérer, cette politique de la zone de libre-échange. Les pays devraient d'abord travailler à mettre en place un tissu industriel solide et des chaînes de valeur de production et de transformation importantes qui satisfait prioritairement les besoins internes et maintenant le superflu de leur production et de leur transformation peut aller donc côtoyer, je vais dire, peut aller donc challenger le marché extérieur. Mais tant que ce préalable même n'est pas respecté, on n'est pas compétitif. On n'est pas compétitif. Je veux dire qu'à côté de tous les autres problèmes que j'ai cités en T, notamment celui, n'est-ce pas, des infrastructures de communication et autres, il reste que même en termes de production, nous sommes toujours très très faibles. Nous n'avons rien à vendre. J'ai suivi la sortie de la Banque mondiale, notamment sur la ZLECAf, la Banque mondiale qui encourage le Cameroun, qui dit que le Cameroun devrait, pour pouvoir, n'est-ce pas, réaliser un certain nombre de défis, notamment relativement à la ZLECAf, devrait davantage s'ouvrir aux investissements directs étrangers. Ben, écoutez, s'il y a quelqu'un qui peut me comprendre de là-haut, il est temps qu'on arrête de suivre les élucubrations des institutions internationales. Parce que si nous ne pouvons pas nous arrêter un instant et faire le bilan de toutes les prescriptions que ces gens nous ont faites depuis des années, si nous ne pouvons pas faire le bilan et nous rendre compte que toutes les prescriptions qu'ils nous ont faites ne nous ont jamais amené nulle part. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, l'ensemble des pays africains devraient se poser la question de savoir qu'est-ce que nous devons techniquement faire pour, n'est-ce pas, que nos pays puissent
communiquer entre eux et que nos pays puissent avoir des échanges entre eux. Je l'ai dit, je peux me résumer, il faut résorber les problèmes politiques, c'est-à-dire pouvoir au moins mettre en place des conditions de circulation des personnes et des biens, avoir au moins un passeport commun, ça c'est déjà possible. L'Afrique aujourd'hui devrait comprendre que c'est quand même 40% des ressources mondiales, 40%, l'Afrique à elle seule, 40% des ressources mondiales. L'Afrique devrait penser à comment ajouter de la valeur à ces ressources-là et comment faire en sorte de ne plus être, je vais dire, le réservoir de ravitaillement du marché extérieur avec ces ressources-là. L'Afrique devrait penser donc à transformer, n'est-ce pas, ces matières-là sur place. L'Afrique devrait également résoudre le problème, malheureusement. Celui qui portait ce projet, il a été froidement et lâchement et brutalement assassiné, c'était Kadhafi. Il avait justement compris que pour réussir un tel challenge, il faut avoir une monnaie commune en Afrique. Tant qu'on n'a pas, n'est-ce pas, au moins trouvé une solution à notre problème monétaire, je crains que sur le plan économique, ça soit très très difficile. Nous devons au moins harmoniser le fonctionnement de nos institutions. C'est de ça dont il est question. Tant que nous n'avons pas rempli ces questions de préalable-là, je crains que la ZLECAf meure comme tous les autres projets. Il y a eu beaucoup de projets avant la ZLECAf. Depuis 80, à l'époque c'était encore l'OUA. L'OUA a caressé beaucoup de projets en termes d'harmonisation de tarifs douanières et autres, zones, n'est-ce pas, d'échanges préférentiels et autres, mais ça n'a jamais rien donné. Regardez seulement, si vous prenez que la zone CEMAC, vous allez vous rendre compte qu'en zone CEMAC, on n'arrive pas à harmoniser les tarifs douanières. C'est-à-dire que vous allez payer pour le même produit que vous importez, du même, je vais dire, des mêmes origines, vous allez payer 100 000 francs au Gabon, payer 500 000 francs au Cameroun, payer même 600 000 francs au Tchad. Et pour le même produit. Et pour le même produit. Ça veut dire qu'on n'arrive même pas à harmoniser. Tant que nous n'arrivons même pas, je vais dire, dans nos organisations sous-régionales, on n'arrive pas à harmoniser un certain nombre de politiques, que ce soit des politiques douanières, que ce soit des politiques, n'est-ce pas, en termes de circulation. Vous ne pouvez pas quitter, vous ne pouvez pas avoir un problème là, comme vous êtes là, vous et moi nous sommes là, vous êtes homme d'affaires, vous avez une situation au Gabon, vous n'allez pas voyager aujourd'hui. Parce qu'on va vous demander un visa, on va vous demander un tas de trucs. Mais si je suis en Espagne, que j'ai un problème en Italie, ben, si je démarre ma voiture, tout de suite j'y vais. Et là, je suis dans les affaires. Si je veux aller dans n'importe quel espace Schengen, je démarre ma voiture, j'y vais. Si je ne veux pas aller en voiture, je saute dans le premier métro, j'y vais. Je saute dans le premier avion, j'y vais. Sans contrainte de quelque nature. Voilà ce qu'on appelle les politiques réfléchies et pensées. Et pour y arriver, il faudrait que les Africains sortent de certaines chimères, qu'ils sortent de certaines distractions et de certaines digressions, qu'ils reviennent à la triste réalité. Vous ne pouvez pas avoir un problème tout de suite en Guinée équatoriale, vous dites je vais me lever pour y aller. Ce n'est pas possible. On va vous poser des conditions de ci, de ça et autres. Donc voilà les problèmes qu'il faut résoudre. C'est fondamental et c'est capital. Eh bien, Monsieur Edmond Kiaté, merci de nous avoir accordé de votre temps. C'est moi qui vous remercie.